très heureuse de vous retrouver dans ce journal. Voici le sommaire. À quelques jours de la présidentielle du 18 octobre, le CNOSC lance sa caravane citoyenne dans les 5 communes de la capitale afin de sensibiliser les citoyens au retrait des cartes d'électeurs. Et puis les producteurs de pommes de terre impactés par le coronavirus ont bénéficié d'une quantité importante de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires. Le don est de l'Agence belge de développement. Enfin, réouverture des lieux de loisirs, les anciennes habitudes reprennent peu à peu. Dans ce premier week-end, plusieurs établissements ont ouvert leurs portes au public. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué de la présidence. Communiqué. La présidence de la République a la profonde douleur d'annoncer le décès de Madame Marlia Toubari, ministre conseillère chargée de mission. Décès survenu le samedi 26 septembre 2020 des suites de maladie. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu, à ses collaborateurs, au gouvernement et au peuple de Guinée. Que l'âme de la défunte repose en paix. Amin. La présidence de la République. Élection présidentielle du 18 octobre, les organisations de la société civile restent mobilisées pour l'organisation d'un scrutin libre, crédible et transparent. Le CNOSC vient de lancer sa caravane citoyenne dans les 5 communes de la capitale. L'objectif est de sensibiliser les citoyens au retrait des cartes d'électeurs. Mamadi Terna Kamisoko. C'est une vaste opération citoyenne que le CNOSC, principale plateforme de la société civile guinéenne, vient de lancer dans la capitale. Près de 100 animateurs communautaires accompagnés de 50 engins motorisés sont déployés dans les différents quartiers de Conakry. Ils ont pour mission d'informer et de sensibiliser les citoyens sur la nécessité de retirer leur carte d'électeur en vue de la présidentielle du 18 octobre prochain. L'exercice permet d'impliquer les citoyens dans le processus électoral. C'est une nécessité vitale parce que pour pouvoir voter pour votre candidat, pour pouvoir œuvrer à changer les choses, il faut nécessairement être muni de sa carte d'électeur. Donc voilà pourquoi ils sont déployés sur tout Conakry. Ils vont aller dans les familles, ils vont aller dans les maisons, ils vont aller dans les coins et recoins de Conakry pour essayer de rencontrer les populations, leur passer ce message-là. Prendre une initiative d'une caravane de haute intensité comme celle que nous vivons, c'est une grande première. Donc je leur ai dit qu'ils se rassurent que la mairie et le maire, en compagnie du collège de conseil de quartier de Dixine, prendront toutes les dispositions nécessaires vraiment pour les accompagner pour la présente initiative. Cette activité qui implique les autorités locales et la CENI est l'une des étapes des observations électorales que le CNOSC et une vingtaine de coalitions de la société civile s'apprêtent à lancer. Elle va contribuer à la transparence du vote. Avant le déploiement des animateurs, le président du CNOSC insiste sur la neutralité et l'impartialité censée guider leur action de terrain. On vous a choisi parce que vous êtes des citoyens, des jeunes actifs de votre quartier. On vous a choisi parce qu'on ne vous connaît pas militant d'un parti politique. On vous a choisi parce que vous avez un engagement, vous avez une pensée positive pour votre communauté. On vous a choisi, c'est parce que vous êtes des leaders de votre quartier. Ce sont les critères qui ont présidé les choix des animateurs de cette campagne. Alors, vous devez rester neutre et impartial dans votre action de sensibilisation. Pour le scrutin présidentiel à venir, les organisations de la société civile guinéenne restent mobilisées avant, pendant et après le vote. L'objectif est de parvenir à l'organisation d'une élection crédible et intègre, dont les résultats seront acceptés par toutes les parties prenantes. Toujours dans le cadre de la prochaine présidentielle, le respect des droits de l'homme mobilise les acteurs impliqués dans le processus. Ils se sont appropriés les meilleures techniques d'évaluation des droits humains en période électorale. Mohamed Seyar Souma. 6 jours d'échange sur comment évaluer le respect des droits de l'homme en période électorale. C'est une plateforme de 133 participants issus des institutions républicaines, des forces de défense et de sécurité et de la société civile. Un accent particulier est accordé à l'observation électorale. L'objectif, c'est de pouvoir, comme on l'a dit dans la salle, arriver à organiser une élection présidentielle du 18 octobre qui soit une élection présidentielle apaisée et respectueuse des droits de l'homme.
Nous avons également reçu certaines requêtes concernant la formation d'autres acteurs majeurs, notamment les partis politiques, les maires et les conseillers communaux. Ce renforcement de capacité est perçu pour certains comme une nouvelle expérience et pour d'autres une compétence additionnelle. On nous fait comprendre c'est la participation et l'égalité. L'égalité, c'est de tout faire pour que les électeurs parviennent à voter librement et aussi sécuriser leur voix. L'initiative se veut plus inclusive et participative. En plus des acteurs sociaux et publics, les formations politiques vont être les futurs bénéficiaires des outils innovants d'évaluation du respect des droits de l'homme lors de la prochaine présidentielle. Nous avons l'habitude de faire l'observation à tout événement. Nous sommes sur le terrain. Et aujourd'hui, j'ai appris encore plus. Cette ouverture ne saurait tarder, l'objectif étant de faire intéresser tous les acteurs intervenants dans le processus électoral au respect des droits de l'homme pour une élection apaisée. L'actualité, c'est aussi la formation des jeunes de Maré dans la préfecture de Bokeh sur l'entrepreneuriat et le développement communautaire. L'initiative est de l'Association pour le développement du littoral. L'objectif, c'est de voir ces jeunes capables de monter des projets pour le développement du Bagataï. Moussa Bangora pour nous faire le point. À 7 km de la CR de Bintimodia, dans la préfecture de Bokeh, se trouve le district de Maré. C'est cette localité qui abrite la session de formation des membres de l'Association pour le développement du littoral. Ce renforcement de capacité est destiné à des représentants des 11 villages de Bagataï. L'objectif est de doter les participants de nouvelles connaissances sur l'entrepreneuriat et le développement communautaire. C'est un thème central quand on parle de l'autonomisation des femmes et des jeunes. C'est vraiment important que cette couche de nos sociétés, qui est d'ailleurs très majoritaire, ait des impacts sur le développement. Car on ne peut pas parler de développement en mettant de côté ou faisant l'exclusion de ces couches qui sont très importantes. C'est une institution transversale qui est entre l'UNESCO Paris et la République de Guinée. C'est la deuxième fois que nous les dotons des moyens nécessaires pour qu'eux aussi ils soient des formateurs d'autres personnes pour le développement économique de la communauté. Plusieurs modules ont été enseignés aux séminaristes. C'est la deuxième fois que l'UNESCO finance un atelier de formation des femmes et des jeunes de notre communauté. C'est un acquis. Notre objectif, c'est le développement de notre communauté, le littoral, le Bagataï en particulier. Alors je suis satisfait, très satisfait de cet atelier-là. Je suis tellement satisfait pour cette formation. J'ai compris beaucoup de choses qu'auparavant je n'avais pas l'idée. On a beaucoup appris. Et je pense qu'après cette formation, nous serions les gens qui vont éduquer à la base pour que le Bagataï se développe. Ce rendez-vous de Maré a duré une semaine. Il a permis aux initiateurs et aux panélistes de passer en revue tous les contours liés au développement des communautés. Le projet est soutenu par l'UNESCO. Lutte contre les violences basées sur le genre à Kindia, les jeunes filles leaders et autres associations de femmes se lancent dans le combat. Leur stratégie est faire du porte-à-porte pour mieux sensibiliser les communautés sur les méfaits de ces pratiques. Mais avant, elles sont formées en techniques de communication pour réussir leur lutte. Mohamed De Camara pour ce reportage. La lutte contre les pratiques néfastes qui freinent l'épanouissement des filles et femmes a pris une nouvelle dimension dans la ville des Agrumes. Les femmes et les filles constituent désormais le fer de lance de cette lutte dans le Kenya. Principal défi, accélérer l'abandon des violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Avant cette mission, elles sont d'abord outillées en techniques liées au concept genre et en techniques de communication. Parmi les grandes stratégies pour mettre fin aux violences faites aux femmes, aux mutilations génitales féminines, la sensibilisation et l'information figurent en bonne place. Donc raison pour laquelle, outre la connaissance des violences faites aux femmes et aux enfants,
Et outre la connaissance des concepts fondamentaux du genre pour la lutte contre la discrimination, il y a les techniques de communication et surtout une technique particulière, les causeries éducatives. Nous sommes vraiment des acteurs pour que la donne change. Donc pour que la donne change, pour se battre, il faut savoir quoi dire. Il faut savoir ce pourquoi on se bat réellement et il faut avoir la maîtrise des sujets. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour vraiment suivre cette formation. Et c'est très important pour nous parce que ça nous permet d'être mieux outillés et de continuer convenablement dans notre combat. Le combat du gouvernement et de ses partenaires est de protéger les jeunes filles, souvent victimes de cette pratique ancestrale. Avec cette nouvelle stratégie, la fréquence des VBG, des MGF et les mariages d'enfants dans la région de Kindia devrait être revue à la baisse. Vous savez, chaque année, le Fonds des Nations Unies pour la population appuie le ministère pour vraiment défendre le droit des femmes. Les filles et femmes que vous voyez là, qui seront formées encore, elles vont faire 4 jours de sensibilisation dans les communautés pour l'abandon des mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants, les viols et toutes les formes de violence basées sur le genre. Malgré les efforts inlassables du gouvernement dans cette lutte, certains Guinéens se livrent encore à ces pratiques qui violent les droits fondamentaux de la gente féminine. Et puis des équipements sanitaires et bureautiques pour des structures sanitaires de Dalaba. C'est une initiative présidentielle. Elle vise à mieux équiper ces infrastructures afin que les populations puissent bénéficier de meilleurs soins. Compte rendu, Falilou Diallo, Sarafdine Diallo. C'est sous le son de la tabala, instrument traditionnel de mobilisation au Fouta, que les émissaires du chef de l'État ont été accueillis dans les communes rurales de Ditine, Mombéa et Banga, préfecture de Dalaba. Dans leur bagage, des équipements sanitaires pour améliorer l'accès aux soins de santé aux populations de ces différentes localités. Vous savez, l'esprit qui a amené le président de la République à doter les centres de santé, le même esprit doit les guider aussi à les doter en médicaments. Je pense qu'il ne s'agit pas d'envoyer les matériels. Il faut poursuivre aussi en dotant les centres de santé. Ce n'est pas de là-bas seulement qui a bénéficié ces dons. Il y a d'autres localités en Haute-Guinée et en forêt. Parce que son objectif, c'est que tous les postes de santé en République Guinée, sur toute l'étendue du territoire national, que ce soit les postes de santé, que ce soit les centres de santé, soient équipés et soient dotés de matériel de dernière génération. Pour cette première opération, les centres de santé de Mombéa et Ditine et le poste de santé de Banga dans Kébali sont concernés. Une action qui vient combler le déficit lié au manque d'équipements sanitaires. Une situation que rencontraient souvent les patients admis dans ces différentes structures sanitaires. Nous sommes vraiment contentes aujourd'hui. Les populations de Mombéa ne vont plus parcourir des kilomètres pour leurs soins de santé. Nous remercions les initiateurs de ce programme et nous sommes prêts aussi à accompagner le gouvernement. Très content du don qu'on vient de recevoir et ce sera utilisé au bon escient pour les patients et tous ces matériels. C'est pour le bien-être de la population. En plus des équipements sanitaires, les bureaux des responsables ont été aussi équipés pour ainsi améliorer le cadre de travail et l'accueil des patients. À travers ce geste, le chef de l'État concrétise son engagement à offrir les mêmes soins de qualité aux populations des centres urbains et des zones rurales en Guinée. Le coronavirus n'est pas sans conséquences sur les activités agricoles. Dans la préfecture de Mamou, précisément à Sumbalako et Badi, les producteurs de pommes de terre impactés par la maladie ont bénéficié d'une quantité importante de semences, d'engrais, de produits phytosanitaires. Le don est de l'Agence belge de développement et disons que ce geste s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux producteurs de l'axe Conakry-Kindia-Mamou. Mamadou Paté-Baldé. Selon les experts du monde agricole, l'apparition de la Covid-19 en Guinée a fortement impacté le secteur agricole guinéen. Les filières pommes de terre et ananas ont été frappées de plein fouet.
ce qui a eu des incidences graves sur les revenus des producteurs, la commercialisation et le faible accès aux intrants et aux équipements agricoles. Professeur Alpha Condé, à travers notre coopération guinéo-belge, vraiment, il nous a donné une importante quantité de semences de pommes de terre, par exemple pour 96 tonnes de semences de pommes de terre et 72 tonnes des engrais et 3000 grammes d'aubergines et 120 litres d'herbicides sélectifs pour l'Union des groupements agricoles de Sumbalako et l'Union des groupements agricoles de Badi. Dans le souci d'encourager les producteurs à promouvoir le développement d'un partenariat inclusif basé sur la création d'un emploi décent et l'amélioration des revenus, l'Agence belge de développement vient de lancer le projet d'appui aux producteurs locaux de la filière pommes de terre à Sumbalako et Badi dans la préfecture de Mamoun. Les enjeux de ce projet, c'est arriver à avoir des entrepreneurs dans la filière pommes de terre qui sont effectivement capables d'améliorer la compétitivité de leurs activités, de façon à inscrire leurs activités dans la durée, créer des revenus pour eux-mêmes, créer des revenus pour les personnes qu'ils emploient, mais aussi générer des revenus pour l'ensemble des acteurs de la filière pomme de terre. La stratégie qui a été mise en place, c'est de faire en sorte que les producteurs les plus impactés soient identifiés, qu'ils soient récompensés, c'est-à-dire que l'appui soit à la hauteur de la perte subie. C'est pour ça qu'on a engagé un bureau d'études qui est parti sur le terrain, qui a identifié les producteurs les plus impactés par ordre et les intrants seront distribués en fonction de la perte. Pour réussir ce pari de l'autosuffisance alimentaire, Enabel et Trias mettent à la disposition des producteurs une importante quantité de semences, engrais et des produits phytosanitaires pour un investissement de près de 2 milliards de francs guinéens. Nous sommes très heureux de la coopération belge à travers Enabel, parce que cette coopération entre la Guinée et la Belgique, c'est une coopération extrêmement fructueuse et qui permet à notre pays d'avancer toujours. C'est ce qui explique que nos paysans, bien qu'il y ait baisse de rendement, mais il faut avouer que nos populations, nos producteurs, nos paysans se battent pour essayer de conserver le niveau qu'ils avaient avant. L'agence Enabel a aussi retenu certaines ONG ainsi que la Fédération des paysans du Fouta-Djallon pour l'exécution de certaines actions du projet en sa première phase au bénéfice des acteurs de ces filières agricoles de ces régions administratives du pays. Mesdames et messieurs, avec le coronavirus, le transport urbain et interurbain avait pris un coup. Mais depuis quelques jours, les choses sont revenues à la norme, même si le constat révèle que le tarif est resté inchangé au niveau du transport interurbain, notamment Conakry Kindia. Des mesures sont annoncées pour sanctionner tout contrevenant. Alpha Isiagaba. C'est une grande satisfaction chez les étudiants et autres usagers de la route depuis quelques jours à Conakry. Le tarif du transport routier, en vigueur depuis le 26 mars dernier, est ramené au tarif d'avant la déclaration de la pandémie de Covid-19 dans le pays. C'est désormais 1500 francs par tronçon contre 3000 francs guinéens il y a quelques mois. Oui, 3000. Mais alors, c'est 1500 quand même, c'est bon. C'est un route de soulagement parce que avant, avec les 3000 francs, c'est très coûteux. Et puis aussi, pour gagner les taxis, c'est très difficile. Mais maintenant que le prix a diminué, les taxis, on peut gagner des fois, malgré que ce n'est pas aussi favorable, mais c'est appréciable cette fois-ci. C'est appréciable, ça nous permet de vraiment se déplacer sans problème actuellement. Mais au niveau du transport interurbain, certains chauffeurs continuent de fixer les tarifs de façon fantaisiste. Sur la ligne Conakry-Kindia par exemple, le transport n'a pas changé. 100 000 francs pour certains et 150 000 francs guinéens pour d'autres, contre 30 000 francs officiellement prévus. Pour cause, les chauffeurs et leurs syndicats évoquent la présence de plusieurs barrages sur la route. Je suis prêt comme ça pour Kindia.
Je suis venu à Gare routière, mais les chauffeurs ne vont pas diminuer le transport. Jusqu'à présent, la situation c'est la même chose. Le transport c'était 100 000. Jusqu'à présent, aujourd'hui aussi, on m'a réclamé 100 000 de transport ici à Kindia. Selon la Direction nationale des transports terrestres, au-delà du barrage formel de Kouria sur la nationale numéro 1 Koya-Kindia, la présence des autres barrages est provisoire et serait liée à la pandémie du coronavirus. Les autorités du ministère des Transports disent avoir pris des mesures drastiques pour traquer les transporteurs qui continuent de taxer les usagers de la route avec des tarifs exagérés. Réouverture des lieux de loisirs, les anciennes habitudes reprennent peu à peu. Pour ce premier week-end, plusieurs établissements ont ouvert leurs portes au public. Hier samedi, notre reporter Diamant Kaba a fait le tour de certains de ces lieux. Voici son constat. Le secteur culturel, une des grandes victimes du Covid-19 en Guinée. Depuis 6 mois, la cadence de production musicale, les saltimbanques sur les planchers du théâtre, le brouhaha joyeux des salles sombres se sont extombés. Au lendemain de la réouverture des lieux de loisirs, les anciennes habitudes reviennent. Mais la rupture se fait sur la pointe des pieds. Cette nuit à Conakry, les établissements de loisirs s'animent. À l'exemple de cet espace culturel, la clientèle est limitée. Puis donc, si plaît à Dieu, Inch'Allah, la vraie, on a déjà ouvert, hein, les gens peuvent venir en respectant les mesures barrières, ils peuvent venir se restaurer et tout. La vraie grande reprise, ce sera le samedi prochain, Inch'Allah, si tout se passe bien, avec le maestro Barry et son groupe. Pour le bonheur, je crois, et le plaisir de tous les mélomanes. Et une fois de plus, merci aux autorités pour ces gestes. À quelques pas de là, le motel de Silla, sa faible fréquentation n'entame en rien l'enthousiasme suscité par son ouverture. Il y a une bonne nouvelle, mais vous voyez, la chose ne marche pas. Ça fait des mois, on n'a pas travaillé. Au moins, quand même, on ira. Ça va aller, Inch'Allah. Le Covid-19, on avait senti énormément. Les discothèques ont-elles aussi pu ouvrir leurs portes? Mais face au Covid-19, c'est la prudence. Tout est adapté au respect des mesures barrières. À l'intérieur de cette boîte de nuit, l'ambiance est encore discrète. Le temps pour les tenanciers de procéder au dernier réglage. La décision du gouvernement est appréciée pour lutter contre la propagation du virus. C'est un ouf de soulagement. Nous accueillons avec beaucoup de joie cette décision du professeur Alpha Condé, président de la République. Ça fait 6 mois que les boîtes de nuit, les bars, les hôtels, les restaurants sont fermés. Nous ferons le maximum pour respecter les mesures barrières. Ces employés ont le moral haut. Mis en difficulté par la crise, Daloba est ravi de reprendre son boulot après 6 mois. Je remercie d'abord le bon Dieu et le président professeur Alpha Condé, le fait qu'il nous a libérés et nous donne une chance pour continuer nos travail. Pour le respect de la décision présidentielle, l'agence guinéenne du spectacle compte rencontrer les opérateurs culturels. Ce lundi au Musée national, une réunion d'information aura lieu sur les nouvelles dispositions d'exécution des spectacles face au Covid-19 qui plane encore. À présent, parlons de culture avec la 2e édition d'Emma Fashion Night, un défilé de mode qui met en valeur le textile guinéen. Cette année, les recettes de la vente des tenues sont destinées aux médecins qui se sont battus, ou qui se battent plutôt, corps et âme, pour bouter le coronavirus hors de nos frontières. Yaya Silla. Afro Fashion Night est devenue une rencontre de prédilection pour les couturiers et les stylistes guinéens. Ici, à l'Hôtel Palme, bien qu'absent dans la salle, le public a su regarder les différentes modes à la télévision et sur les sites des réseaux sociaux.
L'objectif de l'événement est de récolter le fonds par le biais de vente en ligne des tenues présentées ici. Les recettes seront destinées aux médecins au front de lutte contre le Covid-19. Nous avons su à travers cet événement mettre un accent, mettre en lumière la culture guinéenne à travers tout simplement les créations qui sont passées, qui sont quand même à base de textiles guinéens, il faut le rappeler. Nous avons également mis en lumière les talents locaux. Vous aurez remarqué que la plupart des musiques qui ont été jouées sont guinéennes. Tous les artistes qui ont joué sont guinéens. Donc c'est une manière pour nous de promouvoir ici la culture dans ces moments de crise sanitaire. Quand même les gens ont eu envie de ces moments qui sont quand même assez importants pour le moral, surtout en ces périodes de stress. Dans l'écurie de Emma Afro Fashion, cette année, les collections présentées ont été confectionnées à base de textiles africains et guinéens en particulier. On a retrouvé des griffes du styliste guinéen connu sous le nom de Alphao. Il y avait une de ces collections qui était attribuée, le nom de la collection était attribué à Alphao. Donc moi je me disais que tout ce qui est Alphao, parce que Alphao il a été mon PDG. C'est vrai, c'est lui, il m'a formé, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui dans la mode. Donc partout où il y a son nom, j'essaie aussi d'y participer, quoi. J'ai à lui rendre hommage en même temps. Donc c'est ainsi j'ai eu le courage et j'ai donné plus d'énergie à Emma en fait que son événement réussisse. En cette période de crise sanitaire, Emma Fashion multiplie les initiatives et la remise des recettes aux médecins fera l'objet d'un autre rendez-vous humanitaire dans les jours à venir. Page noire dans cette édition, le député uninominal de Beila de la 8e législature a été arraché à notre affection ce jeudi dans sa ville natale. En mission dans la région forestière, le président de l'institution parlementaire a assisté aux obsèques de l'honorable Vayanga Kondé. Abdoulaye Diallo pour en savoir plus. Beila perd un de ses valeureux et dignes fils. Il s'agit bien de l'honorable Vayanga Kondé. Député uninominal de cette préfecture pendant la 8e législature et membre du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, l'homme est décédé ce jeudi dans sa ville natale des suites de maladie. Sa famille biologique et politique dit avoir perdu un véritable pilier. C'est la nuit vers 19h que les gens ont commencé à apprendre qu'il est décédé. Et donc tout le monde est triste. Vanga, c'était un oncle, un papa. J'étais son conseiller juridique quand il était candidat en 2013, alors que j'étais le plus jeune membre du directoire de campagne. Donc on est monté ensemble à l'Assemblée nationale. Et donc c'est mon prédécesseur. Quand il a quitté, pendant la convention, Dieu n'a pas voulu qu'il soit reconduit. J'ai été pris. Et voilà, c'est très triste. Ce vendredi, à la grande mosquée de Beila, amis et collaborateurs ont voulu lui rendre un dernier hommage. Très affligé par cette disparition, le président de l'Assemblée nationale, accompagné de plusieurs députés de la région forestière, est venu compatir à la douleur de la famille éplorée. Aujourd'hui, quand je vois un descendant d'un érudit religieux qui a été le représentant de la population locale en tant que député à l'uninominal, accompagné par sa communauté, on sent ce qu'il a été. Et nous au Parlement, il a toujours été un modèle de par son comportement humble, respectueux, mais politiquement tellement engagé que vous ne pouviez parler d'autre chose en politique que de son parti. Après la prière, c'est sous une grande émotion que la dépouille mortelle de l'honorable Vayanga Kondé prend la direction du cimetière préfectoral de Beila pour le repos éternel. Que son âme repose en paix. Amin. Fini ce journal. Merci pour l'attention particulière que vous nous avez accordée ce week-end. De mon côté, le plaisir de vous servir a été énorme. Prenez soin de vous et de votre entourage. À très vite sur la RTG. Bonsoir.